Alors, les interventions que nous allons vivre ce matin seront suivies de débats auxquels vous allez pouvoir participer. Donc c'est votre portable que je vous ai conseillé de mettre sur vibreur, que vous allez pouvoir utiliser pour envoyer des SMS, des textos au 31002 avec en en-tête le mot-clé SSF 2017, tout attaché. Donc ceci vous permet d'envoyer des questions à la table au wiki de la Wikiradio qui seront ensuite transmises à la table des questions où de brillants esprits synthétiques permettront de les faire remonter aux intervenants. Vous avez encore la possibilité aussi de le faire sur papier. Des bénévoles avec une écharpe blanche pourront vous proposer ces papiers pour les faire remonter à la table des questions. Et puis nous vous invitons à réagir sur les réseaux sociaux. Donc vous voyez sur l'écran les deux comptes Facebook et Twitter des Semaines sociales. Vous pouvez réagir sur la session en utilisant le hashtag #QEVN ou le hashtag SSF 2017. Cela permet de faire connaître la session et aussi également de faire connaître vos opinions sur ce qui se passe ici à vos réseaux. Voilà, la séquence qui est intitulée « La France, l'Europe et ses nations » est celle qui va suivre. Elle est présidée par Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, qui est le principal partenaire des Semaines sociales. Bienvenue Jean-Christophe. Mesdames et messieurs, bonjour. Bravo de vous être levés, j'imagine, assez tôt ce matin, un dimanche. Et donc, nous allons tout de suite démarrer ce premier temps, ce deuxième temps, après l'intervention du frère Aloïs, ce deuxième temps avec Madame la ministre Nathalie Loiseau, que j'invite à venir à la tribune, donc ministre des Affaires européennes. Madame la ministre, je vais vous présenter très brièvement avant de vous céder la parole. Donc depuis juin 2017, vous êtes ministre des Affaires européennes du gouvernement d'Édouard Philippe. Vous étiez alors directrice de l'École nationale d'administration. Vous êtes diplomate de carrière. Vous avez été en poste de l'Indonésie au Sénégal, au Maroc, aux États-Unis. Aux États-Unis au moment d'une séquence un peu particulière, puisque c'était la fameuse campagne, ce qu'on appelait le French bashing, au moment où Dominique de Villepin s'était opposé, enfin la France s'était opposée à la guerre en Irak. Et donc vous étiez à l'époque directrice et porte-parole de l'ambassade de France à Washington, au moment où il y avait ce déferlement de propos anti-français. Et donc avec l'ambassadeur Jean-David Lévite, vous avez mené l'offensive. Vous n'avez pas été sur la défensive, vous avez pris la parole dans les médias américains et vous avez éteint en quelque sorte la polémique. Au Quai d'Orsay, vous avez été aussi directrice des ressources humaines et directrice générale de l'administration. Alors, dans un portrait qui a été publié dans La Croix il y a 2 ans, on vous retrouvait votre personnalité, je dirais, et votre identité féministe et catholique pratiquante. Vous servez dans un gouvernement et sous l'autorité d'un président de la République résolument pro-européen. Jamais sans doute un chef d'État de la Ve République n'avait autant fait campagne en défendant l'idée d'un approfondissement de la construction européenne. Ça tombe bien. Ça tombe bien parce qu'en France, et on l'a entendu ici hier, il y a beaucoup d'attentes qui ont été exprimées à l'égard de l'Europe. Réduire les inégalités, assumer le devoir d'hospitalité, intégrer les jeunes dans le monde du travail, ce sont des discours très forts qu'on a entendus hier. Défendre l'Europe dans le monde. Alors, pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, quelle est la direction suivie par le Président de la République et le gouvernement? Quels sont vos objectifs et quels sont les effets attendus pour les gens? Merci. Merci, cher Jean-Christophe Ploquin, de cette présentation. Mesdames et messieurs, merci en effet d'être matinaux un dimanche matin. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette 92e session annuelle des Semaines sociales de France, session que vous avez eu d'excellente intuition de consacrer à l'Europe.
Je voudrais vous remercier d'avoir choisi ce thème. Si souvent entend-on « l'Europe, ça n'intéresse personne ». Vous êtes la preuve vivante du contraire et je m'en réjouis. Je suis particulièrement honorée d'avoir été invitée à m'exprimer devant une session des Semaines sociales de France, une institution plus que centenaire dont les réflexions ont inspiré bien des avancées sociales déterminantes pour notre pays. Ce n'est pas la première fois que vous parlez d'Europe, je le sais, mais en 2017, le moment paraît particulièrement bien choisi pour renouveler, revivifier nos échanges sur la question européenne, quelques semaines seulement après le discours du président de la République à la Sorbonne, où il a présenté les contours de l'initiative européenne que la France porte en faveur d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nos concitoyens sont profondément attachés dans leur majorité à la construction européenne. Pour autant, des inquiétudes se sont manifestées depuis des années, en France comme dans de nombreux pays européens, quant à l'évolution d'un projet européen souvent mal compris et parfois mal accepté. L'Europe est perçue aujourd'hui comme trop lointaine, technocratique, incapable de rendre intelligibles ses décisions comme ses instruments de légitimité démocratique. Elle suscite au mieux une forme d'indifférence résignée, au pire une réaction de rejet qui ne peut qu'aggraver la situation. Les angoisses, parfois légitimes, de nos concitoyens vont, à mon sens, bien au-delà de la question européenne. Je suis frappée d'une forme de déclinisme qui règne dans nos pays. Nulle part ailleurs dans le monde, le nombre de citoyens qui estiment que leur pays est en déclin n'est aussi haut. Une étude d'opinion de novembre 2016 faisait apparaître il y a moins d'un an des chiffres inquiétants. En Italie, 73% des personnes interrogées pensent que leur pays est en déclin. Ils étaient 67% à penser de même dans l'Hexagone. Cette perception que cela va toujours plus mal, que l'avenir de nos enfants sera pire, fait certainement le lit du populisme, plus sûrement que les nouvelles économiques. Ce déclinisme est un pessimisme et la France, d'après les enquêtes, en est malheureusement l'une des championnes. Pour autant, certaines critiques à l'égard de l'Europe comportent une part de vérité. Vous serez peut-être surpris d'entendre cela de la bouche d'une ministre chargée des Affaires européennes, mais ce n'est pas parce que nous aimons l'Europe qu'on doit s'interdire une critique lucide pour mieux la refonder, bien au contraire. Avons-nous assez dit ce que l'Union européenne rendait possible, ce qu'elle apportait concrètement à nos concitoyens? Avons-nous assez dit qu'elle doit se réformer, se refonder, comme le dit le président de la République? Je ne le crois pas. Depuis 15 ans, des forces centrifuges traversent le continent. Elles ont atteint leur paroxysme avec la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne il y a un peu plus d'un an. Certes, les partis populistes ont perdu aux Pays-Bas comme en France, mais ils réalisent des scores élevés et devraient participer à la coalition gouvernementale dans un pays comme l'Autriche. Aujourd'hui, une profonde crise politique secoue la Catalogne. Tout cela, même si les causes de ces différents phénomènes sont bien différentes, mais tout cela nous commande d'agir. Nous devons retenir une leçon du Brexit, c'est que le projet européen est profondément menacé lorsqu'il suscite l'incompréhension des peuples. Ce que les citoyens nous demandent, c'est une Europe plus simple, plus efficace, plus transparente et qui prenne en considération leurs véritables aspirations. Certaines de ces attentes sont apparues très clairement en France. La volonté d'être mieux protégé, par exemple, dans un monde caractérisé par une perte de repères, une instabilité croissante, y compris dans notre voisinage immédiat, et une mondialisation qui se traduit par une forte concurrence économique, des tensions commerciales et des inégalités persistantes. C'est la raison pour laquelle le président de la République a fait de cette notion d'Europe qui protège le cœur de sa démarche.
non dans une optique de protectionnisme ou de repli sur soi, mais au contraire pour donner à l'Europe la capacité et la volonté de porter haut et fort nos intérêts et nos valeurs et d'affirmer sa souveraineté et sa liberté. L'enjeu est aujourd'hui de démontrer par la preuve aux Européens, et en particulier aux Français, que leur sécurité, leurs valeurs et le modèle social et économique auquel ils sont attachés ne sont pas menacés, mais au contraire renforcés par l'Union européenne. C'est à l'échelle européenne, et à l'échelle européenne seulement, que nous pourrons mieux réguler la mondialisation en mobilisant le dynamisme d'un continent plus prospère, plus pacifique et plus ouvert que tous les autres. Alors que faire? Quel chemin emprunter? Un sursaut, une véritable refondation européenne sont indispensables. C'est ce que le président de la République a exprimé avec force, d'abord à Athènes, le 7 septembre dernier, puis à la Sorbonne, le 26 septembre, en fixant à notre gouvernement un cap et en proposant une vision. Ce discours est le point de départ d'un processus qui ne fait que commencer et dont l'objectif est de réconcilier les Français, mais aussi tous les Européens, avec la construction européenne en rendant l'Europe plus simple, plus efficace, plus transparente, plus protectrice. La vision française se décline en 3 grandes priorités: une Europe souveraine, unie et démocratique. Une Europe souveraine, c'est une Europe qui permet plus de sécurité, la stabilisation de son voisinage, la maîtrise des flux migratoires, une transition écologique efficace et équitable, la transformation de l'Union européenne en véritable puissance d'innovation, notamment sur le plan numérique, et enfin, la consolidation de notre puissance économique et monétaire. Sur tous ces champs, le président de la République a mis sur la table des propositions très concrètes, comme le projet de créer un véritable office européen de l'asile afin de traiter dignement et en cohérence ceux dont la demande de protection mérite d'être considérée, ou bien encore la création d'une agence européenne pour l'innovation de rupture, pour ne plus subir la révolution numérique, mais en être des acteurs performants et lucides. Au-delà, il convient également d'agir pour préserver l'unité de l'Europe, ce qui nécessite d'aller vers une convergence sociale et fiscale accrue, mais qui passe également par une ambition renforcée dans le domaine culturel et dans les échanges entre jeunes Européens, étudiants et apprentis en particulier, mais aussi, soyons plus ambitieux, dès lors qu'ils sont déjà lycéens. Erasmus est un formidable succès pour les étudiants, mais il faut aller plus loin. Le président a défini un objectif très ambitieux puisque nous voulons qu'en 2024, la moitié d'une classe d'âge en Europe ait passé au moins 6 mois dans un autre pays européen. Enfin, la démocratie est au cœur du projet européen, mais j'y reviendrai. Dans l'équipe gouvernementale qui porte cette ambition, je souhaite travailler sans relâche pour apporter des réponses concrètes aux interrogations et aux critiques à l'égard de l'Europe, pour apporter la preuve tangible qu'une Europe efficace, forte et transparente est possible. Les citoyens européens sont comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient, ils ont raison. Le travail a déjà commencé et les premiers résultats sont là. Preuve en est, l'accord trouvé au Conseil le 23 octobre dernier pour revoir la directive sur le détachement des travailleurs. Après des années de blocage, nous avons trouvé à réunir suffisamment de pays de toutes les parties de l'Europe pour lutter contre le dumping social, contre cette fatalité qu'il y ait sur notre continent des travailleurs de 2e classe, des travailleurs low cost, lutter contre la fraude, assurer une vraie convergence sociale au profit de tous les travailleurs en Europe. Oui, un engagement déterminé dans la négociation a permis d'obtenir des résultats et de dégager un accord ambitieux, y compris avec des partenaires
d'Europe de l'Est, dont on nous avait dit que jamais il ne serait réceptif à nos idées et à nos convictions. Ensemble, ce sont tous les travailleurs de l'Union européenne que nous avons réussi à faire gagner. C'est possible. Notre travail a également abouti dans un autre domaine dans lequel nos concitoyens expriment avec constance des attentes fortes vis-à-vis de l'Union européenne, la sécurité et la défense. Il y a quelques jours, 23 pays de l'Union européenne se sont engagés à renforcer leur coopération dans le domaine militaire, ce qui nous permettra d'être plus ambitieux financièrement, mais aussi pour agir ensemble en opération. Nous travaillons dans le même temps à la mise en place d'un fonds européen de défense pour des projets de recherche et de développement en commun de capacités militaires avec l'appui financier de la Commission européenne. 2 ans après les attentats du Bataclan, 3 ans après la crise de Crimée, l'Europe de la défense commence à prendre forme, cette Europe dont on avait tant parlé depuis tant de décennies, alors que l'on prenait la paix pour acquise, mais que ce continent ne voulait pas se donner les moyens de son autonomie et de sa défense. Ce sont des premières percées, il reste encore beaucoup à faire, mais ces percées sont incontestables et nous devons les nourrir et les renforcer. Les chantiers sont nombreux, ils sont divers, je ne peux pas tous les évoquer, je voudrais en citer quelques-uns. J'ai parlé Europe de la défense au service de la paix, entre nos peuples et pour nos peuples. Aux côtés de la paix, le progrès et la prospérité partagée sont les autres grandes promesses de la construction européenne et nous devons les honorer. Cela passe notamment par la nécessité de faire de l'Europe une véritable puissance économique et pas seulement une zone monétaire. Il faut donc que la zone euro en soit le cœur. Le gouvernement porte une ambition forte pour la zone euro, avec notamment la finalisation de l'union bancaire, la mise en place d'une union des capitaux et à terme un budget de la zone euro. Il s'agit de renforcer ce cœur de l'Europe pour mieux nous garantir contre de prochaines crises financières, pour aider les membres de la zone euro à stabiliser leur situation économique lorsque c'est nécessaire et à investir davantage dans leurs économies. Il s'agit d'une réponse pragmatique face à un constat simple. Aujourd'hui, les économies des membres de la zone euro ne convergent pas assez. Nous avons donc besoin de davantage d'investissements dans des infrastructures communes, de transport, d'énergie ou du numérique. Nous le faisons déjà, certes, mais il faut soutenir cet effort. Il faut aussi développer des biens communs tels que la sécurité ou la transition numérique. Nous devons fondamentalement tirer les leçons de la crise de la zone euro et particulièrement de ce qu'a vécu un pays comme la Grèce. Certes, il renoue avec la croissance, certes, la zone euro n'a pas explosé, mais gardons-nous de nous contenter de ce satisfecit. Les populations ont souffert, les décisions ont été prises dans la précipitation, parfois avec beaucoup de mal à y assurer de la cohérence et surtout loin du contrôle démocratique des peuples. Les ressources du budget commun en faveur de la zone euro devront être résolument européennes et l'on peut penser à une taxe européenne dans le domaine numérique ou bien encore de l'environnement, comme le président l'a évoqué, et sans doute à plus long terme d'y consacrer une fraction, par exemple, de l'impôt sur les sociétés lorsqu'il sera harmonisé. Une Europe forte, c'est aussi une Europe qui, loin de tout protectionnisme, mais aussi de toute naïveté, sera capable de rénover sa politique commerciale. Ne l'oublions pas, nous sommes l'espace de prospérité le plus ouvert au monde. On sait les débats qu'ont suscité, en France, mais pas seulement, le CETA avec le Canada ou le projet d'accord avec les États-Unis. Nos concitoyens ont eu l'impression que l'Europe bradait ses normes. Ce n'est fort heureusement pas le cas, mais en effet, les accords demain devront être plus complets que ne l'est le CETA et avoir l'ambition, par exemple, d'être des accords climatiques. Oui, les négociations
ne pourront plus être menées porte fermée, elles doivent être transparence et toujours viser l'objectif de davantage de convergence avec les pays extérieurs à l'Union européenne, convergence environnementale, convergence sociale, vers le haut, bien entendu. Parce qu'une puissance doit définir ses intérêts stratégiques, la souveraineté de l'Europe passe également par la sauvegarde de ses intérêts économiques majeurs. À notre demande notamment, la Commission a proposé un cadre commun pour la surveillance des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques au sein de l'Union. Une coordination européenne est indispensable dans un marché unique. Préserver et soutenir des emplois durables et porteurs en France et en Europe pour nos concitoyens passe notamment par la préservation de la compétitivité industrielle européenne. Enfin, une Europe forte, c'est aussi une Europe à l'avant-garde des défis de notre temps et en premier lieu, l'indispensable transition écologique. Nous sommes les gardiens et les promoteurs de l'accord de Paris sur le climat. Nous devons traduire sa mise en œuvre concrètement dans toutes nos politiques. C'est une immense transformation qui est devant nous, mais c'est aussi une immense opportunité. Emmanuel Macron s'est déclaré favorable à un prix plancher de la tonne de CO2 à 30 €. Il l'a fait à nouveau à Bonn ces derniers jours. Et il a plaidé pour une taxe aux frontières de l'Europe pour les produits venant de pays qui ne respectent pas les mêmes ambitions environnementales que nous le faisons. Dans le domaine de la transformation numérique, l'Europe doit instaurer davantage d'équité et de confiance. Dans un monde ouvert comme le nôtre et en rapide évolution, la concurrence doit être loyale. Cela nécessite d'adapter nos systèmes fiscaux. Nous ne pouvons en effet pas accepter que pour la même activité en Europe, des acteurs européens soient taxés alors que d'autres ne le sont pas, ou bien encore que les GAFA viennent concurrencer des acteurs de l'économie traditionnelle sans s'acquitter de l'effort de solidarité que représente le paiement de l'impôt. Les entreprises du numérique doivent mettre l'équité au cœur de leur activité pour garantir que la société soit servie par la technologie et non pas l'inverse. C'est dans cette logique que la France a présenté, avec l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, une proposition de taxation de la valeur créée là où elle est produite. Cette proposition est déjà soutenue par 19 États membres. J'ai parlé sécurité, défense, économie, emploi. Ne tombons pas dans la caricature de l'Union européenne uniquement guidée par les forces du marché et oubliant de protéger ses citoyens les plus fragiles. Les défis à relever en matière de lutte contre la pauvreté sont immenses, et oui, même sur notre continent, ce continent si prospère. L'Union européenne y joue un grand rôle. Je veux rappeler la contribution essentielle, par exemple, du Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui soutient des organisations que les Français connaissent bien et dont ils apprécient l'action, comme les Restos du Cœur, mais également le Secours populaire français, la Croix-Rouge française, la Fédération française des banques alimentaires. Les financements de ce fonds représentent de l'ordre du quart des repas distribués par les Restos du Cœur. Mais qui le sait? Nous restons très attachés à ces dispositifs européens qui ont fait leurs preuves. Enfin, nous devons, après le sommet social de Göteborg de vendredi dernier, aller au-delà de la proclamation sur le socle des droits sociaux européens, proclamation qui était nécessaire, mais qu'il faut maintenant traduire en actes et avancer rapidement sur des normes communes. Nous avons déjà de premiers projets autour de la généralisation des congés parentaux ou des congés aux aidants. Mais nous devons être plus ambitieux encore et travailler par exemple à un salaire minimum européen et là encore accélérer la convergence sociale de notre continent par le haut. Il ne m'est pas possible de passer en revue tous les sujets sur lesquels nous travaillons afin de vous apporter les réponses que vous attendez et que vous méritez. En paraphrasant Pierre Reverdy, je dirais « Il n'y a pas d'Europe, il n'y a que des preuves d'Europe ». De premiers résultats sont déjà là, de prochains suivront.
nous ne nous arrêterons pas là. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère avoir réussi à partager avec vous ma détermination à faire aboutir concrètement les priorités que notre gouvernement s'est fixées. Une nouvelle page de l'histoire européenne est en train de s'écrire. Il est légitime que les propositions suscitent le débat. C'est le signe de la vitalité de la démocratie en France et en Europe. Et c'est justement pour cela que nous appelons à une phase de discussion avec l'ensemble de la société civile européenne à travers l'organisation de conventions démocratiques en France comme dans les autres États membres de l'Union européenne qui souhaiteront participer l'année prochaine pour redonner la parole aux citoyens, à tous les citoyens, à travers tous les territoires, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle ou leur tranche d'âge, y compris ceux que l'Europe n'a pas su convaincre. Longtemps, nos dirigeants ont pensé pouvoir faire l'Europe sans nous, sans les peuples, et c'était bien sûr une erreur. Votre session de 2017, Quelle Europe voulons-nous, est à mes yeux une contribution riche, précieuse, pour laquelle je vous suis profondément reconnaissante. Et j'espère pouvoir, le moment venu, compter sur votre soutien pour contribuer à l'organisation d'événements dans le cadre de ces conventions démocratiques qui se dérouleront l'année prochaine. Car ce sont bien souvent des réseaux ou des associations présentes sur le terrain qui ont maintenu la flamme européenne, informant, orientant, mobilisant tous ceux qui n'écoutent pas le chant des sirènes populistes et déclinistes et qui continuent à croire au beau projet qu'est la construction européenne. Permettez-moi enfin de partager avec vous la fierté immense que je ressens en tant que membre du gouvernement et européenne convaincue que la France soit à nouveau au cœur du débat européen. Notre place n'est nulle part ailleurs. Mon message est résolument un message d'espérance. Bien sûr, il y aura des difficultés, bien sûr, il y aura des résistances. Mais n'oublions jamais que la beauté de la construction européenne consiste à être capable de dépasser les blocages et les peurs. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Merci Madame la Ministre pour cette intervention qui nous a permis de constater combien l'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, les sujets qu'elle a à traiter balayent finalement presque tout le champ de nos activités. On est quand même loin de l'Europe, de la politique agricole commune qui focalisait notre attention pendant des sommets interminables dans les années 80. Cette politique agricole commune existe toujours, elle a évolué, mais il y a tellement d'autres sujets nombreux qui sont aujourd'hui dans la compétence de l'Union européenne ou bien dont les États partagent la compétence avec l'Union européenne. Donc merci pour ce vaste tour d'horizon qui a montré effectivement dans quelle direction le président de la République entend, je dirais, emmener la France en Europe et emmener l'Europe avec la France. Nous avons, et en même temps, nous avons ce sentiment, et c'est ce qui a été entendu encore une fois hier, finalement, de processus qui se déroulent en parallèle, certains positifs, certains négatifs. On voit des Européens qui avancent, mais on voit aussi des Européens qui se divisent, on voit des Européens qui s'extrémisent, et c'est bien dans cette Europe-là qu'il faut essayer d'avancer. Alors, vous avez été nombreux à proposer des questions, et donc il y a une table des questions, et donc nous allons entendre Pierre-Yves Le Priol et Henri Mallard qui vont nous faire une synthèse de ces questions. Oui, tout à fait, Jean-Christophe. Donc, on a des questions ici.
un premier train, si vous voulez. On sent quand même dans la salle une forte implication dans tous les débats qu'on a déjà évoqués hier autour des migrations, autour de la présence de l'islam. Il y a des inquiétudes qui existent dans la salle, on le sent bien aux questions. Il y a aussi un regard positif qui est porté, mais tout ça est entremêlé. Peut-être que vous pourrez en dire un mot, Madame le Ministre. Deux autres choses. Une petite suggestion faite par quelqu'un, très ponctuelle, mais que j'ai trouvé sympathique. Est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt qu'avoir un Made in France, avoir des produits Made in Europe? C'est une question concrète qui a été posée. Une autre question plus négative, alors, des personnes un peu exaspérées peut-être par les prudences, les atermoiements d'une partie de l'Europe centrale et orientale face à l'Europe d'aujourd'hui. Est-ce qu'il ne faudrait pas, après le Brexit, prévoir des formules d'exclusion de l'Europe, carrément? Donc une personne cite la Pologne, cite la Hongrie, etc. Une position radicale. Et puis enfin, pour finir dans le premier train de questions, si tu veux bien, Jean-Christophe, plusieurs questions également autour de l'Allemagne. Est-ce qu'il n'y a pas une fenêtre d'opportunité particulière avec la réélection de Madame Merkel? Il y a une bienveillance relative de l'Allemagne à l'égard de la nouvelle équipe gouvernementale en France. Comment en tirer parti? Et puis aussi, enfin j'en reste là, Madame la Ministre, où en êtes-vous de vos premiers contacts vous-même avec vos homologues allemands et comment cela se passe-t-il? Voilà, j'en reste là pour l'instant. Merci Pierre-Yves. Je dois prévenir qu'il y aura sans doute un peu de frustration dans ce jeu de questions-réponses parce que nous ne pourrons pas prendre toutes vos questions. Le temps avance, il faudra qu'on s'arrête avec Madame la Ministre vers 10h, 10h05. Voilà, donc on prend ce jeu de questions, on ira prendre un autre, mais il faudra accepter que tout ne soit pas traité. Nous aurons évidemment aussi l'occasion de poser des questions aux intervenants suivants, Jean-Marc Ferry, Monseigneur Gralet notamment. Madame les ministres, donc une question, plusieurs questions autour de la migration, inquiétude par rapport à l'islam, et je relaye l'interpellation très vigoureuse hier de Véronique Fayet, la présidente du Secours catholique, qui mettait en garde l'Europe contre le fait qu'elle risquait de perdre le sens de l'hospitalité sur la question des migrants. Merci pour cette question. 2015, l'Europe a vu affluer sur son continent plus d'1 million de demandeurs d'asile. Situation comme on n'en avait pas connue, situation face à laquelle l'Europe s'est montrée désunie et démunie. Elle a accueilli ces migrants, les a-t-elle bien accueillis? Non. A-t-elle été à la hauteur de l'enjeu? Non. L'Allemagne a été très généreuse. D'autres pays l'ont moins été. Notre pays ne l'a pas été particulièrement, disons-le, regardons les choses en face. Et chaque pays s'est crispé sur sa politique nationale, ses critères, pour notamment l'attribution du droit d'asile. Aujourd'hui, il y a moins de migrants qui viennent vers l'Union européenne parce que nous avons passé un accord avec la Turquie, notamment. C'est le moment de travailler ensemble à une politique digne et efficace. Digne, ça consiste, je le disais très brièvement tout à l'heure dans mon intervention, à mettre en place des procédures d'examen des demandes d'asile qui soient harmonisées à travers l'Union européenne, qu'on traite de la même façon les ressortissants venant des mêmes pays pour les mêmes raisons, que les procédures soient infiniment plus rapides, parce que lorsqu'on attend de savoir si on aura le statut de réfugié, il n'est pas normal que dans un pays comme la France, jusqu'à récemment, on attende 24 mois. Que l'on soit infiniment plus solidaire avec les pays qui accueillent les premiers les flots de migrants, je pense en particulier à l'Italie et à la Grèce. Alors il y a des choses qui sont faites, hein. Il y a une forme de solidarité européenne qui s'exprime, il y a des fonds européens qui sont versés, et bien heureusement, il y a des experts aussi qui viennent travailler en Italie et en Grèce
pour interviewer les migrants, pour savoir d'où ils viennent, quelle a été leur trajectoire. Et tout cela est encore insuffisant et nous sommes en train de travailler au sein de l'Union européenne sur un très grand nombre de propositions législatives, 7 blocs de futures lois européennes pour tenter d'harmoniser les choses. C'est difficile parce que tout le monde n'a pas la même conception de la solidarité. C'est difficile parce que certains, notamment à l'est de l'Europe, nous renvoient assez cyniquement à notre histoire coloniale en nous disant finalement ce sont vos migrants, c'est le résultat de votre politique, nous n'avons rien à voir avec tout ça, prenez-les, nous n'en voulons pas. Ça n'est pas acceptable, donc, évidemment. L'une des raisons de ce fossé qu'on a vu réapparaître entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, c'est vraiment, notamment, 2 histoires très différentes. Mais alors, est-ce que ça doit nous conduire, nous qui sommes d'une Europe de l'Ouest, à vouloir exclure des pays qui agiraient différemment de nous? Alors, sûrement pas. L'histoire de la construction européenne, elle s'est faite, ça a été rappelé tout à l'heure par frère Aloïs, sur la réconciliation franco-allemande, sur plus jamais ça, plus de guerre, mais elle s'est faite aussi dans ma génération, dans les années 80, avec cet idéal de réunifier l'Europe et de ne pas laisser une partie du continent souffrir de manque de liberté, de manque de démocratie et d'oppression. Et nous y sommes parvenus. L'entrée des pays de l'Est dans l'Union européenne, c'est un accomplissement formidable. Est-ce que c'est facile? Est-ce que nos cultures politiques, notamment, sont tout à fait similaires? La réalité oblige à dire que ce n'est pas forcément le cas, même si c'est aussi souvent le cas. Nous avons un dialogue très étroit avec un certain nombre de pays avec lesquels nous avons des points de convergence. Je parlais tout à l'heure des travailleurs détachés. On nous avait dit qu'il y aurait une division automatique entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. La réalité, c'est que des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Slovaquie ont voté pour une réforme ambitieuse. Donc il n'y a pas de fatalisme. Pas d'exclusion, surtout pas. N'allons pas détricoter ce que l'Europe a su faire. Ce qu'il faut, c'est un dialogue, et un dialogue exigeant. J'ai une certitude, c'est qu'il y a un domaine dans lequel il ne peut pas y avoir une Europe à 2 vitesses, c'est la démocratie, l'état de droit. Lorsqu'on est membre de l'Union européenne, c'est qu'on a fait le choix des valeurs démocratiques et des valeurs d'état de droit. Et lorsqu'un pays dérive par rapport à ce choix, nous en parlons avec lui, nous dialoguons avec lui, et peut-être demain devrions-nous conditionner une partie des aides, des fonds qui sont versés aux pays de l'Union européenne au respect des valeurs démocratiques et d'état de droit. Nous avons bien ce que nous appelons un semestre européen pour décider si nous sommes dans les clous en matière de politique budgétaire. Pourquoi n'aurions-nous pas tous, un semestre européen vérifiant que nous sommes dans les clous de la démocratie et de l'état de droit? J'y suis en tout cas très favorable. Il y a dans la salle des amis qui viennent d'Europe centrale et orientale. Hier, nous avons entendu des poèmes en hongrois, des poèmes en langue slave. Et voilà, ce que vient de dire Madame la Ministre, notamment, c'est qu'il va y avoir bientôt des négociations sur le budget de l'Union européenne à partir de 2020 et les années suivantes. Et cette idée de conditionnalité, finalement, si vous vous éloignez de l'état de droit, eh bien, peut-être que vous le sentirez dans votre portefeuille. L'Allemagne est, avec la France, le pays qui peut jouer un rôle moteur. Quel est l'état de vos relations avec le gouvernement allemand? Alors actuellement c'est un gouvernement de transition, mais précisément ce gouvernement, enfin cette coalition qui est en train de se composer, est-ce qu'elle va permettre vraiment d'accompagner la France dans un projet de relance de l'Europe? Alors, premier commentaire, parce que parfois dans notre passé, nous avons eu une vision un peu faussée de l'Europe. L'Europe, ça n'est pas la France en grand. Donc, convaincre, partager, compromettre avec nos partenaires, c'est ça, l'essence du projet européen. Et pour faire avancer les idées en Europe, le moteur franco-allemand est indispensable. Il est parfois contesté par d'autres États européens. Il est contesté quand il marche trop vite et il est contesté quand il est en panne. La réalité, c'est que c'est quand la France et l'Allemagne
se mettent d'accord pour pousser une idée, qu'elles arrivent ensuite à agréger autour d'elles d'autres États membres. J'en ai parlé tout à l'heure sur la taxation des GAFA, c'est un projet franco-allemand. Sur la coopération en matière d'Europe de la défense, c'est un projet franco-allemand auquel d'autres se sont rassemblés. Ce sont des projets qui sont nés cet été autour du Conseil des ministres franco-allemands, à un moment où l'Allemagne était en pleine campagne électorale. Et là encore, certains, toujours les mêmes, toujours sceptiques, toujours pessimistes, nous disaient « mais n'essayez même pas, l'Allemagne a la tête ailleurs, vous ne pourrez pas avancer avec elle ». Et l'Allemagne, qui est profondément européenne, était à chaque fois au rendez-vous. Elle l'est en ce moment alors qu'elle est en pleine négociation, manifestement difficile, de son contrat de coalition. Angela Merkel est une grande européenne, elle est à son 4e mandat. Elle a très évidemment envie de laisser sa trace dans l'histoire politique de l'Allemagne. Et c'est une partenaire avec laquelle nous dialoguons chaque semaine à minima. Moi, je me suis rendue à Berlin il y a quelques jours pour voir des représentants des membres de la future coalition expliquer nos idées, entendre les leurs. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes parfaitement en phase. Et puis, sur l'union économique et monétaire, il y a une certaine réserve allemande qui n'est pas nouvelle. On l'a vu dans la crise de la zone euro. La peur que le bon élève, l'Allemagne, soit forcé à venir en aide aux mauvais élèves, ceux qui auraient laissé filer leurs déficits et filer leurs dettes. Alors, on sait qu'on part de regards qui peuvent être différents. Aujourd'hui, la France est davantage crédible pour pousser ses idées pour une raison simple, c'est qu'elle-même a décidé de respecter les critères de Maastricht, ces critères qu'elle avait elle-même contribué à forger. Cela rend la conversation très différente. Nous n'avons pas l'air de plaider pour notre propre paroisse en disant que finalement, il faut mutualiser les efforts. Nous sommes prêts à les faire nous-mêmes, à la maison, avant d'en parler aux autres. Et ça change beaucoup de choses dans le regard que les Allemands portent sur nos positions. Et donc la dernière question, très rapidement peut-être sur le Made in Europe plutôt que le Made in France. Alors c'est évidemment une très bonne idée, mais pourquoi pas les deux? De la même manière que la souveraineté est nationale et elle doit aussi être européenne, l'un ne se fond pas dans l'autre. Je crois que c'est très important pour nos concitoyens d'avoir une démarche de Made in France, c'est tout à fait compréhensible et tout à fait noble. Et au-delà, je pense qu'avoir une vision européenne, mettre en place des champions européens, comme on avait su le faire avec Airbus, avec Ariane, comme on essaye de le faire aujourd'hui avec le naval, par exemple, avec Alstom, c'est vraiment ça qui nous placera en position de force dans une compétition mondiale où, réfugiés derrière nos frontières nationales, nous sommes peu de choses. Merci. Donc nous prenons un deuxième jeu de questions. Henri Mallard. Oui, avec une frustration qui risque de s'accentuer pour des raisons horaires, vu le grand nombre de questions. Nous pouvons déjà au minimum pointer, Madame la Ministre, 3 champs qui visiblement préoccupent l'assistance qui est devant vous. Où en sommes-nous d'une politique européenne dans le domaine de l'énergie, du climat, vous en avez parlé au fil de vos propos, dans le domaine d'une Europe sociale et dans le domaine d'une Europe de la culture. Nous sommes conscients que ces questions sont très vastes, que peut-être même il y a d'autres de vos collègues dans le gouvernement qui peuvent toucher aussi à ces questions, mais je vous les livrais comme signe de préoccupation. Si nous devions résumer l'ensemble de ces questions, il me semble que l'on pourrait relever une sorte de contraste, de décalage entre une Europe en laquelle un certain nombre d'une génération qui se rappelle les premiers pas de l'Europe dans les années 50 parle d'une Europe qui nous a fait rêver, fondée sur des valeurs transcendantes qui pouvaient fédérer. Et alors on entend aujourd'hui, et on le lit beaucoup dans les questions, est-ce que la compilation de traités, est-ce que l'un d'entre nous parle de l'armée de fonctionnaires qui justifient leur exigence
par des codifications de normes inutiles ou absurdes? Est-ce que le fait que les instances ne soient pas élues démocratiquement, et on pourrait citer d'autres illustrations, n'expliquerait pas le recul, sinon le rejet, et c'est ça peut-être qui est important à préciser, qui ne peuvent pas être seulement le fait de citoyens à l'univers rétréci. Bref, en un mot, l'Europe pourra-t-elle encore nous faire rêver? Merci. Donc, effectivement, merci pour cette synthèse qui nous permet de nous concentrer finalement sur une question. À la fois, donc, est-ce qu'il y a opposition entre une Europe portée par des valeurs transcendantales et une Europe devenue très technique, finalement, individualiste? Passionnant sujet. Oui, passionnant sujet, et ça montre à quel point, en quelque sorte, l'Europe est face à un défi qu'elle n'a pas su relever jusqu'à présent. C'est communiquer sur ce qu'elle fait et expliquer à quoi elle sert, au-delà effectivement de cette impression technocratique qu'elle diffuse. On l'a dit, les fondateurs ont travaillé à la paix sur le continent. Ensuite, on a travaillé à élargir le projet européen à des pays qui sortaient de dictature. On oublie un peu vite l'Espagne, le Portugal, la Grèce et puis les pays de l'Est. Si nous-mêmes ne sommes pas toujours conscients du rêve européen que nous portons, regardant tous les pays qui sont candidats aujourd'hui à l'adhésion à l'Union européenne et pour qui c'est un projet essentiel, je pense notamment aux pays des Balkans, et regardons tous ces hommes et toutes ces femmes qui risquent leur vie pour rejoindre l'Europe. Pardon de le dire un peu crûment, mais ils ne risquent pas leur vie pour aller dans les pays émergents. Ils ne risquent pas leur vie pour aller dans ces pays qui parfois sont tellement à la mode ou qui parfois nous impressionnent tant. C'est pour aller en Europe qu'ils tentent le tout pour le tout, parce que nous sommes un espace unique au monde, celui qui conçoit en même temps l'importance de la liberté individuelle, l'importance de l'esprit d'entreprise et l'importance de la solidarité. Nulle part ailleurs au monde, vous ne trouvez ces trois valeurs portées en même temps et au même niveau. Et ceux qui rêvent d'entrer dans l'Union européenne, collectivement ou individuellement, ne s'y trompent pas. Donc réveillons-nous, voyons ce dont nous sommes capables. On parle de l'Europe des normes. Et il est de bon ton de considérer que l'Europe se mêle de ce qui ne la regarde pas et complique la vie de nos concitoyens. C'est parfois vrai. Alors pour être tout à fait honnête, c'est parfois chaque État membre qui utilise son génie national, et le génie national normatif français est absolument sans compétition, pour en rajouter Ancienne directrice de l'ENA. sur la transposition, la surtransposition des normes. Je pense à la politique agricole commune, qui est une très belle politique. Nourrir la population, et pas seulement la population européenne, et transformer le modèle agricole vers une agriculture durable, c'est un magnifique projet. Mais quand vous confiez ce magnifique projet à des gens très intelligents, parfois, vous arrivez à des propositions qui sont extraordinairement difficiles à appliquer, parce que les conditionnalités sont telles, parce qu'il y a un esprit tatillon qui fait que, au bout de la chaîne, aujourd'hui, les agriculteurs français ne sont pas les meilleurs avocats de la politique agricole commune, et c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder en face. Mais quand même, quand on parle de normes européennes, quel est l'endroit au monde où on a su réglementer la protection des données personnelles? C'est en Europe. Ça n'est nulle part ailleurs. Il y a eu une première période de la révolution numérique où c'était la liberté, la créativité, la gratuité, une sorte d'utopie qui faisait rêver tout un chacun. Et en rêvant, nous n'avons pas tout à fait vu venir le fait que nos données personnelles étaient devenues un bien de consommation et d'échange, et qu'à chaque fois que nous acceptions de renouveler une autorisation ou de passer à une nouvelle phase de iOS quelque chose, nous cliquions sur des conditions générales d'utilisation
J'aimerais bien que dans la salle, quelqu'un me dise si un jour il les a lus in extenso. Et nous laissions partir nos données sans savoir où ni comment. Eh bien, évidemment, les grands acteurs de l'Internet trouvaient notre naïveté charmante et bien arrangeante. Et puis, il y a eu un jour, et c'est au Parlement européen, je le dis parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas assez de démocratie en Europe, regardons ce qui se passe et comment ça se passe. C'est parti du Parlement européen, c'est parti d'un jeune député vert allemand qui s'est dit « ça n'est pas possible qu'on continue à laisser utiliser nos données personnelles sans réflexion et sans essayer d'y mettre de l'ordre ». Et ce jeune député vert allemand a mené campagne, a mis en place une proposition de règlement, s'est heurté à une opposition des lobbies débridée, mais il a eu gain de cause et puis il a convaincu le Conseil. Et l'année prochaine, en avril 2018, entrera en vigueur le règlement sur la protection des données personnelles qui aujourd'hui sert de référence partout dans le monde. Alors, évitons de nous jeter nous-mêmes la pierre en disant qu'est-ce que c'est que cette Europe qui réglemente. Si demain nous parvenons à un accord, ce qui n'est pas encore certain, pour aller vers la sortie du glyphosate, là encore, nous pourrons être fiers de nous dire que l'Europe, la première, prend en considération la santé et la sécurité des consommateurs, bien sûr, mais des agriculteurs aussi. Alors, la toute dernière question qui permet de rebondir sur la notion de transcendance, Europe transcendante, enfin, ou en tout cas valeur transcendante qui a été évoquée tout à l'heure. Et on peut profiter du fait que vous soyez venu devant un mouvement catholique pour poser cette question. Finalement, lorsque Jacques Delors parle de donner une âme à l'Europe, pour vous, catholique, croyante, comment ça parle? Est-ce qu'il faut attendre de l'Europe qu'elle ait une âme? Alors il faut lui en donner une, mais ça ne vient pas par le haut. Il ne faut pas attendre que des dirigeants un jour s'enferment dans la salle du Conseil à Bruxelles et qu'ils réglementent l'âme de l'Europe. Ça fait peur et les pays qui procèdent de la sorte sont généralement des pays dans lesquels on n'aimerait pas habiter. L'âme de l'Europe, c'est ces citoyens qui la font vivre. On parlait tout à l'heure l'Europe de la culture. Jean Monnet l'avait dit, si c'était à recommencer, je commencerais par la culture. Il existe un certain nombre de projets européens en matière de culture, mais il faut faire bien davantage. Alors de culture au pluriel, par pitié, bien sûr la pluralité des cultures européennes elles-mêmes, mais aussi le caractère extraordinaire de notre continent qui accueille des cultures du monde entier et qui leur offre une caisse de résonance. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai vu, par exemple, le président de la République choisir comme représentante personnelle pour la francophonie Leïla Slimani, une franco-marocaine. C'est-à-dire que la langue française, c'est quelque chose que nous avons en partage avec une grande partie du monde. Ça n'est pas une vision rétrécie, racornie de notre identité culturelle. Je fais toujours très attention lorsqu'on parle d'identité européenne au nombre de manipulations qu'il peut y avoir derrière l'évocation de ce concept. En tout cas, quand on dit identité, quand on dit âme, quand on dit culture européenne, n'oublions jamais le pluriel. Merci beaucoup pour cette très belle conclusion.